ce petit laps de temps à parler sécurité psychologique. Alors je ne sais pas du tout si c'est un sujet qui vous parle, que vous avez peut-être déjà entendu quelque part, ou juste par curiosité. L'idée, ça va vraiment être de vivre cette sécurité psychologique pendant ces 50 minutes, tous ensemble. Alors, pour démarrer tout ça, c'est simple. Est-ce que quelqu'un parmi vous voudrait, sans que j'explique ce qui va se passer, viendrait me rejoindre sur scène? À main levée, il y aurait des volontaires? Pas trop, hein? Pas trop de succès. Oui, là-bas, oui, mais forcément. Hein. Mais c'est pas forcément l'idée de venir, c'était pour savoir, hein, en fait. Juste pour savoir. J'en ai deux personnes. Ceux qui n'ont pas levé la main, pourquoi vous n'avez pas voulu lever la main? L'inconnu, oui. L'inconnu de quoi? Le risque de quoi? Vous avez peur de quoi? Du jugement, j'ai entendu. Du regard des autres. Ouais. Peur de paraître ridicule, peut-être. J'ai pas dit ce qu'on allait faire. Hein. Donc, pourquoi on irait? L'intérêt, tout simplement. Ben oui, en fait, vous ne me connaissez pas. Ben non. Donc, il y a toutes les raisons finalement de ne pas vraiment venir avec moi sur scène. Alors, on va résoudre ça. On va voir si ça suffit. Donc, je m'appelle Benoît Daroux. Je travaille pour Sopra Steria. Je fais un peu ma crise de la quarantaine. Je disais coach agile avant. Maintenant, je ne sais plus trop. Je dis plutôt coach dans l'entreprise, dans les organisations. Je fais aussi du coaching pro. Je travaille sur Toulouse. Et voilà, mon quotidien, c'est accompagner des projets, accompagner des équipes, des personnes, des entreprises pour collaborer, pour mieux travailler, on va dire. Mieux travailler, alors évidemment avec l'agilité et compagnie. Donc très content d'être parmi vous à Marseille. Du coup, vous venez sur scène? Un peu plus, il y en a un peu plus. Ok, on commence. Donc voilà, je suis maintenant une personne, donc on commence à créer peut-être un petit peu de lien, mais c'est pas forcément peut-être suffisant. J'ai entendu oui un petit peu, mais pas tant que ça. Pourquoi c'est pas forcément suffisant? Je vous ai demandé là de prendre quelque chose qui est peut-être inconsidéré, c'est un risque. Un risque de vous mettre en avant ici. Alors, je vais aller droit au but là-dessus. Si vous vous intéressez un petit peu sur ce sujet, vous savez qui c'est. C'est le docteur Amy Edmondson. Donc c'est la référence dans tout ce qui est sécurité psychologique. Ça fait plus de 20 ans qu'elle étudie ça, pas forcément avec le terme sécurité psychologique. Hein. C'est quelque chose qui est venu petit à petit. Et son idée à elle, c'était d'aller interviewer, d'aller chercher pourquoi une équipe était performante. Qu'est-ce qui faisait qu'une équipe marchait bien? Quels étaient les facteurs? Et pour chercher les équipes soumises à des tensions, tout ça, elle était dans les hôpitaux, et notamment dans des secteurs pour les nouveau-nés, secteurs un petit peu tendus comme ça. Et elle était chercher des équipes qui doivent prendre des décisions rapidement, où on doit faire corps tous ensemble, et chaque décision, souvent, il y a une question de vie ou de mort derrière. Donc il n'y a pas forcément le droit à l'erreur. Et dans son propos de base, elle s'est dit, des équipes performantes, c'est celles qui réussissent tout le temps. Tout simplement. Elle fait son test sur pas mal d'équipes pendant pas mal de temps, et en fait, elle a un résultat différent. Les équipes performantes, c'est celles qui font le plus d'erreurs. C'est un petit peu un problème, hein, ça. Cette histoire-là, ça ne vient pas confirmer ce qu'elle avait en tête. Donc elle s'est posé une question, est-ce que je me suis mis la bonne hypothèse, finalement? Une équipe performante, est-ce que c'est une équipe qui ne fait pas beaucoup d'erreurs? Parce que mes résultats l'infirment. Est-ce que c'est pas plutôt une équipe qui peut-être rapporte qu'elle fait des erreurs pour les corriger? Et on est venu là, dans tout ce mécanisme à questionner ces équipes et à se rendre compte que les équipes qui faisaient beaucoup d'erreurs étaient celles qui communiquaient le plus. Et c'est pour ça qu'elles étaient performantes. Donc de fil en aiguille, elle a commencé à tisser des petits liens et elle s'est rendue compte que ces équipes avaient un petit facteur commun qu'elle a nommé après un peu plus tard sécurité psychologique. Mais c'est ce petit facteur-là qui fait qu'on se met à parler et on se met à échanger à propos de nos propres erreurs. Et c'est ça qui fait qu'on évolue, qu'on s'améliore. Elle en donne même carrément une définition. Pour elle, c'est la croyance
de ne pas être puni, humilié, remis en question, tout ce qu'on pouvait mettre comme terme négatif derrière, par rapport à un risque interpersonnel qu'on aurait pris. Ce que je vous ai demandé juste avant, c'est un risque interpersonnel. C'est un risque dans un échange entre personnes. Et là, forcément, vous n'avez aucune idée de savoir si vous allez, qu'est-ce que vous allez faire là. Peut-être un numéro de claquette, vous ne savez pas. Donc finalement, c'est une demande un petit peu saugrenue que je vous ai demandé dès le début. Dans cette logique-là, toujours, on va essayer de regarder un petit peu ces termes. Là, on parle de risque. Il y a parmi vous des gens qui font de la gestion de projet. J'en vois quelques-uns, ou qui connaissent un petit peu de près ou de loin. Pour vous, les risques, c'est plutôt quelque chose à minimiser, non? On fait même de la gestion de risques. Et là, je suis en train de vous dire, on va en prendre. Pareil, c'est paradoxal. Hein, ça risque d'être embêtant. Ça risque de coincer, peut-être. Donc, il va falloir adresser ce sujet-là. Comment est-ce que je prends un risque dans un environnement où on me demande de les gérer et surtout de ne pas en avoir, et que ça ne se revienne pas? Il y a encore un autre mot, là. C'est le mot de croyance. Oui, je suis pas sûr. C'est une croyance, c'est pas un fait. C'est pas forcément une valeur qu'on partage ou je sais qu'on va partager. Je suis pas certain. Je prends le pari que si je fais quelque chose, vous n'allez pas m'humilier, vous moquer de moi, etc. Mais je le saurai une fois que j'aurai fait mon acte, une fois que j'aurai pris mon risque. Ça, c'est embêtant. Parce que ça va être des preuves que j'attends, pas forcément juste des paroles. Donc vous voyez, on va commencer à aller creuser dans cette optique-là. Et si on veut faire un petit parallèle, il faut s'imaginer, toujours dans l'esprit d'équipe, une équipe sportive. Dans une équipe sportive, on a le droit de se tromper, d'avoir un régime qui baisse un petit peu. On a le droit aussi, dans le sport, de venir un peu se challenger par rapport à ses collègues sportifs, à venir, qui va courir le plus vite, qui fait le plus de passes, etc. Tout ça pour que l'équipe grandisse. Mais on se met un petit peu toujours en difficulté. C'est pas forcément un comportement qu'on peut retrouver facilement dans le contexte professionnel. Venir challenger mon collègue comme ça. T'es capable de faire ça? Pourquoi tu me le demandes? C'est quoi l'intention derrière? Donc vous voyez, on va commencer à toucher ce genre de choses. Et pendant ces petites 50 minutes, 3 quarts d'heure, on va essayer de rentrer là-dedans, dans vos projets et dans votre tête. Parce qu'évidemment, c'est quelque chose qu'on va essayer de cultiver, mais c'est pas dit qu'on y arrive. Donc je ne vais pas non plus vous mettre en porte-à-faux et vous mettre un risque directement comme ça. Si vous pensez à votre pire projet que vous avez vécu dans votre carrière, j'espère que ce n'est pas en ce moment, hein, le pire projet, et vous réfléchissiez à votre façon de pouvoir vous exprimer dans ce projet, à quel point vous étiez à l'aise pour pouvoir donner votre avis autour de vous, votre collègue, votre manager, etc. Vous répondriez quoi? Dans le pire projet que vous avez vécu, à quel point vous étiez à l'aise pour vous exprimer? Ça ne veut pas dire être écouté. Juste déjà, dire je suis pas d'accord. À l'aise? Dans le pire projet, il n'y a pas de problème. Ok. Donc j'ai des gens qui sont un petit peu à l'aise, là qui se taisent, qui n'ont pas envie de parler. Ouais. Peut-être qu'il y avait un manque de sécurité psychologique. Si jamais vous avez mis une note un petit peu basse dans votre tête, hein, c'est qu'il y avait sûrement quelque chose qui n'allait pas de ce côté-là. Justement, parce qu'on ne se connaît pas, je ne sais pas trop où vous en êtes. Tout le reste, là, vous avez 3 façons de répondre aux questions que je vous posais. Soit vous le dites ouvertement, soit dans votre tête ou votre cahier, soit vous ne répondez pas. Ça vous autorise aussi à ne pas répondre à la question. Mais en tout cas, vous faites ce que vous voulez maintenant. Mais je ne viendrai pas vous embêter à nouveau pour vous demander, au cas où si ça vous gêne. Alors, on a parlé de votre pire projet. On va quand même parler maintenant de votre projet actuel. Il est peut-être bien en ce moment votre projet, non? Ouais. Sur une échelle de 1 à 5, vous mettriez combien? Donc là, vous pouvez répondre dans votre tête. Plutôt une note haute, basse,
actuellement. Si vous donniez cette note, si vous la rapportiez à vos collègues, vous penserez qu'ils seraient d'accord avec votre note? Si vous avez mis 2, si vous avez mis 5, est-ce qu'ils seraient d'accord? Et surtout, par rapport à cette note que vous venez de mettre, s'ils sont d'accord ou pas, quelles seraient les raisons qu'ils imagineraient de cette note? S'ils s'imaginaient pourquoi vous avez mis 2, pourquoi vous avez mis 5, quelles seraient ces raisons? On va commencer là à chercher un petit peu d'empathie dans l'équipe. Alors c'est pas évident du tout non plus de se mettre là-dedans et ce petit vote là de 1 à 5, c'est ce qu'on appelle un vote de confiance, tout simplement. Ça peut être quelque chose qu'on peut utiliser pour n'importe quel type de réunion. Vous pouvez faire ça en rétrospective, ça peut être pas mal. Juste au début, tu mets combien? Tu es à l'aise pour parler entre nous? On met combien? Mais on fait ça de manière anonyme. Bah oui, s'il y en a un qui met 1 et tout le monde a mis 5, on va peut-être pas le pointer du doigt. Souvenez-vous juste avant. Donc ça va être forcément anonyme. Et l'idée, c'est de pouvoir faire derrière peut-être un petit tour de table en disant mais si toi tu avais mis 1, quelles seraient tes raisons? Sans forcément dire la note. Et en fait, on va rentrer tous en empathie dans le groupe en disant bah tiens, moi j'ai mis 5, mais quelqu'un a mis 1, peut-être parce qu'il est impressionné du sujet, ou peut-être parce que il y a quelqu'un qui ne lui revient pas, ou il y a un problème. Et je vais commencer à avoir ça, cette dynamique dans l'équipe, dans le groupe. Donc ça peut être très très intéressant pour débunker une situation qui pourrait être explosive dans une rétrospective où finalement, au bout d'un moment, quelqu'un pète un plomb, on ne sait pas pourquoi. Là au moins on l'a su. S'il y en a plusieurs dans l'équipe, plusieurs c'est 2. 2 qui vous ont mis une note un peu basse, généralement on fait autre chose. On ne fait pas la rétro. On fait un truc différent, un plan B. Ça ne vaudra pas le coup de discuter. Les personnes qui ont mis 1 et 2, elles vont juste attendre que ça se passe. Vous avez votre note. Il y a une étude récente, elle date du mois dernier, par Angstrax, qui dit, quand on pose cette question aux salariés, il y a 53% des personnes qui disent, je pense, je ne suis pas forcément sûr, c'est toujours une croyance, je pense mal travailler. Et donc on pourrait me reprocher quelque chose peut-être. Et parmi ceux justement, ces 50%, c'est 75% des gens qui s'imaginent mal travailler. Alors on ne se rend pas compte des chiffres comme ça. 50%, ça veut dire que si pour vous, vous avez mis une bonne note juste avant, c'est votre voisin, là dans le rangée, qui l'a mis une mauvaise. Ceux qui sont assis, vous avez sûrement une personne à droite, à gauche, 3 devant, 3 derrière. Ça veut dire que les 3 de devant, elles ont peur d'être punies. On se rend mieux comme ça compte des chiffres en fait, mais c'est énorme. 53%, c'est une personne sur 2. Donc vous voyez, on peut commencer comme ça à venir creuser, on a ce constat-là. Et on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on va former un groupe tous ensemble. Donc il y a peut-être un élément de réponse qui est donné par Simon Sinek, qui lui va s'intéresser justement à qu'est-ce qu'un groupe. Qu'est-ce qu'un groupe et pourquoi un groupe a confiance en ces personnes qui le composent. Lui, ce n'est pas les médecins qui l'intéressent, c'est les militaires. Mais c'est la même topologie d'équipe. C'est exactement pareil. Contexte où il y a des décisions à prendre rapidement, c'est question de vie ou de mort à chaque fois. On a intérêt à avoir une équipe avec une certaine cohésion. C'est le même contexte. Donc, il a interviewé énormément de monde. Et je vais lui piquer peut-être que vous la connaissez, une petite histoire. Donc je lui pique volontiers. C'est celle du capitaine Swanson. Pas vraiment on la connaît en fait celle-là. Sur le front de guerre, il y a une équipe donc, de militaires. Ça ne se passe pas très bien pour eux, mais pas du tout. Donc il faut les sortir. L'hélicoptère arrive, et au moment où il se pose, il y a un des soldats qui se prend une balle dans le cou. Il tombe au sol, et le capitaine Swanson, qui était dans l'hélicoptère, ni une ni deux, il va chercher le bonhomme. Il saute et il le ramène. Une fois qu'il a ramené à l'hélicoptère, alors tout ça on le sait parce que ça a été filmé, ils avaient des caméras sur les casques. Et pour la petite histoire, il a fait ça quasiment avec toute l'unité.
qui était en train d'être sous les feux. Au moment où il ramène donc le soldat blessé dans l'hélicoptère, avant de repartir, il se penche sur lui et il l'embrasse. Et il repart. C'est quand la dernière fois, dans notre projet, alors, pas que vous avez envie d'embrasser quelqu'un, je vous vois venir, mais que vous avez eu ce genre de sentiment, d'émotion? Pas souvent. Alors lui, ça l'a fasciné. Ça l'a fasciné de voir ça. Et il a demandé pourquoi. Et donc il a interviewé énormément de soldats qui sont comportés de cette manière-là. Et à chaque fois, il a toujours eu la même réponse. Parce qu'il l'aurait fait pour moi. Pareil. C'est quand la dernière fois que vous avez imaginé dans votre équipe quelqu'un et faire quelque chose pour lui en disant mais je le fais là parce qu'il aurait fait pour moi. Pas souvent. Un truc simple, hein. J'ai aidé à coder, j'ai aidé à tester quelque chose parce qu'il aurait fait pour moi. Donc lui, il va donner une définition d'un groupe. Une équipe, c'est pas juste un groupe de personnes, c'est un groupe de personnes qui se font confiance. Qui commencent à ajouter une petite note ici de confiance. Ça, c'est pas contraire à ce qu'on vient de voir avec la sécurité psychologique, mais c'est pas de la sécurité psychologique. Et c'est là où il y a un petit distinguo à avoir. Là, c'est la confiance. Je donne la confiance à quelqu'un. Donc, je te fais confiance. La sécurité psychologique, je la reçois. Je me sens en sécurité avec toi. Donc, c'est pas pareil, c'est pas dans le même sens. Hein. Évidemment, il faut les deux. Hein. Mais c'est pas parce que j'ai confiance en quelqu'un qu'en face, il a confiance en moi. Et puis qu'il me le prouve. Donc, c'est des petits trucs comme ça à aller chercher à chaque fois pour mieux comprendre pourquoi est-ce que si j'arrive dans une équipe, ça se passe pas bien, il y a des tensions, et puis je demande aux gens, ça se passe comment avec un tel, on me dit non mais ça va, ça se passe bien, j'ai confiance en lui. Mais en vrai, il y a toujours une tension, parce que ça suffit pas. Ça suffit pas du tout. Donc toujours, hein, des petits trucs comme ça à avoir en tête, parce que c'est justement ça qui va nous conduire en fait hein, dans ce modèle et dans cette réflexion. Alors, on continue justement à creuser, parce que là, on effleure le haut de l'iceberg. Peut-être vous reconnaissez celui-là, non? C'est Aristote. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet, il y a non plus de 10 ans, qui s'appelle le projet Aristote, qui a été lancé chez Google. Donc c'est les équipes de Julia Rodowski, j'arrive à le dire, qui sont intéressées de la même manière. Pourquoi une équipe performante est performante? Toujours pareil, hein, la même question. Qu'est-ce qui va pas? Beaucoup d'équipes qui ont été interviewées chez Google, et il en ressort 5 éléments, forcément. Le premier, vous le savez, hein, sécurité psychologique, forcément. C'est la base. C'est la base de tout. C'est le premier facteur de succès des équipes de chez Google, d'après son expérience. Le deuxième, on va parler de fiabilité. Fiabilité, c'est la manière dont je vais travailler, la qualité de mon travail. Est-ce que je fais quelque chose qui fonctionne, qui est fiable? Est-ce que je suis content de ce que je suis en train de faire au niveau de mon produit? Ensuite, on va parler de structure. Est-ce que je sais où je me place? Ma position, mon rôle, ma posture, l'organisation, qu'est-ce que je fais à l'intérieur? Ça aussi, c'est très important. Si on ne l'a pas, on n'est pas forcément une équipe performante. Le sens, on commence à aller sur des thématiques que vous avez sûrement vues un petit peu pendant toute cette journée. Le sens au travail. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je crée ce produit? Et en plus de savoir pourquoi, c'est l'impact. Cet impact-là, c'est quel est le résultat de mon produit? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Si vous demandez à quelqu'un pourquoi tu aimes faire ce que tu fais, pourquoi tu aimes ton travail, il doit sûrement vous répondre, si on reprend un petit peu dans l'ordre inverse, moi j'ai un impact sur l'environnement. Ce que je fais, ça contribue au développement durable. Ça, je l'entends de plus en plus. Hein. Il y a 10 ans, je n'entendais pas ça. Maintenant, j'entends de plus en plus ce genre de considération, peut-être un peu plus écologique ou un peu plus humaine.
On va me répondre aussi, ah ben, le sens, c'est simple, hein, je contribue à l'essor de telle technologie ou de tel mouvement, pourquoi pas. On va parler peut-être aussi de structure. Moi, j'aime mon travail parce que je suis chef. C'est moi qui décide. C'est moi le PO, je décide de tout et ça me plaît bien. Pourquoi pas Fiabilité. On fait du bon boulot. Je fais un bon travail, c'est carré. Avec moi, il n'y a pas de bug. On en discutait au café. On disait, ben moi, mes équipes, elles font 95% de réussite à chaque livraison. Ouais, très bien. Et ça s'arrête là, en fait. Hein. À quasiment aucun moment, on m'a répondu, ben, je me sens en sécurité avec mon équipe et je peux être authentique et je peux exprimer mes propres vulnérabilités dans le sein de mon équipe. Ça, c'est pas quelque chose qui ressort. Par contre, c'est essentiel. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de presque invisible, de subtil. Vous ne pouvez pas le commander. Vous ne pouvez pas forcément le mettre en avant par des canevas avec on va créer nos valeurs, on va faire un dessin de notre représentation d'équipe, on fait un organigramme, quel est notre but, avec une montagne qu'on escalade. On ne va pas forcément le modéliser comme ça, parce qu'on n'a peut-être pas forcément conscience non plus qu'on en a besoin. Donc vous voyez, là, on va commencer à aller creuser quelque chose qui n'est pas forcément palpable, on n'a pas forcément conscience. Il va falloir y aller subtilement aussi. Alors on y va, justement. On y va, on va essayer de comprendre justement comment va évoluer cette équipe. Donc ici vous avez Timothy Clark, pareil, grande figure sur le mouvement autour de la sécurité psychologique. Lui, il se pose une question très simple. À quel point je peux proposer quelque chose à mon équipe sans que ce soit refusé? On parlait juste avant, oui, je me sens à l'aise, je peux discuter, maintenant je ne suis pas forcément écouté. Je peux m'exprimer, mais maintenant l'impact, ça ne sert à rien. Là c'est différent, je peux m'exprimer et puis finalement ça a du poids. À quel point je peux y arriver? Donc il a modélisé ça avec 4 niveaux très simples, très très simples, les niveaux à comprendre. Lui il se met 2 axes, la permission, à quel point je me suis autorisé pour m'exprimer, et puis le respect par rapport à l'expression de mon besoin. Donc, déjà, il y a le niveau 0. Si vous ne pouvez pas parler, si on se moque de vous, c'est le niveau d'exclusion, on n'en parle même pas. Là, vous n'êtes pas du tout dans un cadre qui est propice. L'idée, c'est d'arriver à franchir ce qu'on appelle le seuil d'inclusion. C'est de dire, allez, on est un groupe, on a tous droit au chapitre. Maintenant, ce qu'on en fait, c'est les niveaux qui vont décider. Mais déjà, on a tous droit au chapitre. Ça démarre bien. Niveau 1, on rentre dans l'inclusion. J'ai le droit de m'exprimer, sans que ce que je suis en train de vous raconter soit mis à la poubelle directement. Voilà, on m'écoute. Maintenant, ce qu'on en fait, voilà, on m'écoute respectueusement et ça se passe. Niveau 2, on est sur le niveau apprenant. J'ai le droit de m'exprimer. Et en écoutant aussi mes collègues, je vais apprendre. Et je vais peut-être changer d'avis de mon côté, ou en tout cas, je vais commencer à valoriser, et on va tous valoriser ces échanges. Et on va apprendre ensemble via ces échanges. C'est déjà plus intéressant déjà. Niveau 3, on monte un petit peu, on va être contributeur. Quand je m'exprime, on apprend tous ensemble, mais je contribue là au problème qu'on est en train de se poser. On est en train de discuter d'un sujet, j'y contribue, on m'écoute. Ça met de l'eau au moulin. Et quand on franchit ce qu'on appelle le seuil d'innovation, on est dans une équipe qui, elle, va commencer à pas mal phosphorer. C'est-à-dire que j'ai le droit de m'exprimer, toujours pareil. On m'écoute et on apprend tous ensemble. Je contribue, mais je contribue à faire changer le statu quo. C'est-à-dire que quand je contribue, j'ai un impact significatif sur la décision du groupe, ou en tout cas ce dont on est en train de parler. Généralement, la question c'est ça. C'est à quel point ma parole est entendue et vient un petit peu rebattre les cartes. Et donc je vous renvoie la question. C'est quand la dernière fois que vous avez remis en question le statu quo de votre organisation? Je vois des têtes. Ça devrait se compter en jours ou en semaines là. Si vous me dites l'an dernier, vous ne faites pas grand-chose. Il faut voir ça comme ça.
Et surtout, si jamais vous l'avez remis en question, ça a été pris en compte. Parce que vous avez le droit de vous exprimer, comme on l'a dit, mais il y a eu un impact. Et oui, on va commencer là à se dire, c'est peut-être plus complexe que ça. Là, je sais pas, dans le groupe, il y en a qui se situeraient au niveau 4. Oui. Ouais. Ça, il n'y a aucun problème, ça se fait. Hein. Il y a pas de... Ce qui est intéressant, là, c'est toujours pareil. Il n'y a pas de but à avoir. Hein. Le niveau 4, c'est pas le Graal qu'il faut atteindre. Hein. Et puis, vous pouvez faire un peu le yo-yo. L'intérêt, c'est de savoir où on en est, tout simplement. Et de se dire, vous êtes d'accord? On est au niveau 2. C'est là où on voudrait être, tous ensemble. On est d'accord qu'on y est bien? Bon, très bien, on reste là. Puis, le jour où vous voulez aller après, un peu plus haut, on y va. Mais déjà, est-ce qu'on est déjà d'accord sur le niveau où on est? Et est-ce que c'est ce niveau qui nous convient? Toujours pareil. Alors, pas grand monde qui me dit 4. On va essayer de voir, hein. On va faire le test. Tant qu'à faire. Alors, de la même manière, là vous avez des questions, c'est un petit questionnaire, il y a 5 questions. Mais vous mettez une note de 0 à 4, tout simplement. 0, ça ne me correspond pas du tout. 4, ah oui, c'est exactement ça dont on parle dans mon équipe. Là, je suis à l'aise. Et puis, vous avez la nuance là-dedans. Si vous vous souvenez, la définition d'Emily Edmondson, elle parle de croyance. Donc, il n'y a rien qui est blanc ou noir. Tout est affaire de nuance. Donc, à chaque fois qu'on fera quelque chose ici, c'est des nuances à avoir. Alors, première question. Si, voilà, je me trompe, s'il y a un problème, est-ce que mon erreur est retenue contre moi? Vous êtes plutôt d'accord ou pas d'accord? Donc si elle est retenue contre vous, c'est 0. Si elle n'est jamais retenue, mais jamais du tout, c'est 4. Hein. Parfois un petit peu, ça dépend. Donc ça peut être entre les deux. Quand il y a une question difficile à poser, sur un sujet difficile, ça peut être une tension, un conflit, est-ce que j'arrive à la poser, tout simplement? Est-ce que j'arrive à la partager avec mon équipe? Pareil, plus ou moins d'accord. J'ai le droit de prendre un risque interpersonnel. À quel point je peux le prendre? À quel point je peux venir m'exprimer devant mon groupe, devant mes collègues? Et sans évidemment être rejeté. Alors, ça ne veut pas dire n'importe quoi non plus. À quel point je peux demander de l'aide? Je suis en difficulté. À quel point il est facile pour moi de demander de l'aide autour de moi et espérer qu'elle vienne. Hein. C'est pas juste aider moi et puis je l'ai fait. Je pense qu'elle va arriver. Et enfin, mes talents, mes compétences, est-ce que tout ça c'est utilisé correctement dans mon projet? Et là c'est simple, vous faites la moyenne. Et ça vous donne un chiffre. Alors si c'est 3, quelque chose, vous retenez juste le 3, et ça vous donne un gros smile le niveau où vous êtes. Donc à moins d'avoir répondu 4 partout, vous n'êtes pas en 4. Mais c'est pas grave. Il y en a qui sont à 4 du coup, finalement. Non. Ah. Il y en a qui sont plutôt en bas du classement. Pas grand monde qui veut discuter de ça. Hein. On n'est pas assez en sécurité psychologique peut-être, mais bon. Vous voyez la difficulté même pour ça? Il n'y a pas d'enjeu là, on ne se connaît pas. Et justement, comment est-ce qu'on va se placer là-dedans? Eh bien, par rapport à votre résultat, on va essayer de dire, par rapport à ma sécurité psychologique, je vais voir quel impact ça a sur le niveau de responsabilité que je peux avoir avec mon groupe. Et là, on va être dans 4 types de zones. Il y a une zone d'apathie. Je n'ai pas de sécurité psychologique, donc je ne peux pas forcément l'exprimer comme je veux. Et en plus, je n'ai pas de responsabilité. Bon, j'attends que l'heure tourne. Hein. Je me morfonds un petit peu. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. On reste avec ce même niveau de sécurité assez bas. Par contre, on vient commencer à me dire, oui, mais attends, tu es responsable de ceci, cela, et puis quand ça commence un petit peu à monter, à chauffer, on va commencer à stresser, à rentrer dans une zone d'anxiété. Au contraire, sur la pas de responsabilité, puis qu'on est bien ensemble, hein,
C'est sympa, hein, on fait des apéros, on fait des after-work, on va être dans une zone un petit peu plus confortable. Voilà, il ne se passe pas grand-chose, mais on est content d'être ensemble. Par contre, quand on a commencé à être responsable sur des sujets, à devoir collaborer, et de faire attention à cette collaboration, là on va rentrer dans cette fameuse zone d'apprentissage. Alors, on ne va pas forcément dans tous les sens avec même si on peut être dans toutes les zones, hein, mais généralement, quand on est ici, parce que c'est souvent là qu'on est, dans la zone d'anxiété, on se va à la frontière ici, en diminuant un petit peu les responsabilités. C'est juste clarifier les rôles. Qui fait quoi dans la vie? Qu'est-ce qu'on attend de chacun? Une fois qu'on a clarifié les rôles, on commence à monter la sécurité psychologique et on monte comme ça pour espérer, hop là, repartir en apprentissage. Et pas dans la zone de confort. Mais c'est pas aussi flagrant qu'un grand C, là, comme ça, qui passe. Donc il faut ajuster à la bonne mesure les activités qu'on fait pour justement diminuer cette pression sur la responsabilité et augmenter cette sécurité dans le groupe. Donc ça se fait en deux temps. On continue. Parce que là, on commence à savoir où on est, mais où on va maintenant. Alors pour savoir où on va, il y a Robert Dilts qui est à la rescousse ici, qui lui va nous proposer la fameuse pyramide des 7 niveaux logiques. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est de la PNL. C'est tiré un petit peu comme ça de là. Et lui va essayer de réfléchir à justement une équipe. Comment est-ce qu'on va la construire? Comment est-ce qu'on va essayer de définir notre identité de groupe? Donc on va commencer par définir l'environnement. Alors, il y a 6 niveaux qu'on va passer. Je vous les fais ici dans l'ordre 3, 4, 5, 6. Si jamais ça ne vous plaît pas, vous pouvez changer l'ordre et commencer par un autre. Et quand vous commencez par un autre, vous continuez la séquence. Donc là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous commencez par le 3, vous faites 3, 4, 5, 6, 1, 2. Vous faites comme une boucle. Parce qu'en fait, par rapport aux questions qu'il va poser, on a une réponse qui va alimenter la suivante. Donc la première, c'est l'environnement de travail. Où est-ce que je me sens le mieux pour travailler? Où est-ce que je travaille le mieux? Donc vous pouvez vous la poser vous-même. Où est-ce que je me sens le mieux? Et où est-ce que je me sens aussi le plus stimulé? Et pour vous montrer que c'est finalement les réponses, faut pas faire de la philo, je vous donne ma vision des choses. Moi, je réponds à ça dans mon bureau avec mes collègues que j'apprécie. Vous voyez, c'est simple, c'est direct. Pas très loin. Une fois que j'ai répondu à ça, comportement. Comportement, c'est dans cet environnement, qu'est-ce qui me met mal à l'aise? Ouais, on va toucher des trucs comme ça, forcément. Qu'est-ce qui me met mal à l'aise? Et puis comment je réagis face à ce mal-être, à ce malaise que je peux ressentir. Alors, de mon côté, moi, ce qui ne me va pas, c'est quand il y a une sorte d'écrasement, un pouvoir un peu unilatéral qui arrive, ou pire, quand on commence à remettre en question quelqu'un, ses compétences. Je peux dégoupiller, gentiment, hein, mais je ne suis pas content, généralement. Une fois que vous avez ça, quelles sont mes capacités? En gros, quelles sont les capacités que je pense avoir, que j'utilise pas? Ça devient presque de la psychanalyse. Hein. Et puis, celles qui sont appréciées aussi par les autres. Peut-être que vous ne les connaissez pas, celles-là. C'est plus dur. Donc là aussi, il va falloir peut-être creuser et demander aux autres qu'est-ce que tu apprécies et pourquoi tu aimes bien travailler avec moi, etc. Mais aussi donner ce genre d'informations. Alors, ce que je réponds ici, de mon côté, c'est que j'arrive à détecter quand il y a des tensions plutôt facilement. Quand il y a une pression, une tension, j'arrive à vite le voir et à faire descendre la pression et revenir à la normale. Voilà. Sachez que généralement, s'il y a un problème, je suis là et puis vite. Il n'y a pas plus de problème, hein, mais on en discute. Ça passe un peu plus, un peu mieux quand même. Une fois qu'on a nos capacités en tête, on va parler de valeurs. Ah ouais, on va commencer à les creuser dans ce côté-là. Quelles sont mes valeurs et pourquoi? Pourquoi je les porte? De mon côté, je me suis dit, voilà, on doit compter sur moi, car je fais confiance et ça doit être réciproque. Je fais confiance naturellement, donc je m'attends à ce qu'on fasse confiance en retour. Et en termes de valeurs, je me suis dit, intégrité et exemplarité, justement pour donner cette confiance
un petit peu comme ça, gratuite, en me disant, bah, tiens, tu as le droit aussi de me la renvoyer. Une fois qu'on a nos valeurs, on va parler encore plus de soi. S'il y en a qui n'aiment pas, hein, ça vient chercher loin celui-là. L'identité. Comment est-ce qu'on se décrit? Et comment les autres vous décrivent? Ça aussi, hein, ça vous renvoie à un effet miroir un peu particulier. Généralement, c'est très plaisant, hein, je vous dis de suite. Hein. Pareil, pour répondre, je me suis dit, ben voilà, comment on me voit comme quelqu'un avec de l'écoute active, qui prend du recul, souvent avec un regard un petit peu inattendu, un truc qui sort là, du cadre un petit peu loin, mais dans lequel on reste toujours dans une sorte de cocon. On est tranquille, on est à l'abri, par contre on se met un petit peu à côté. Ça j'aime bien ce truc-là. Et puis enfin, le 6e, c'est la mission. Comment est-ce qu'on voudrait être perçu et quel impact on aimerait avoir, tout simplement. Donc là, pareil, ça rejoint un petit peu l'idée, c'est de se dire, ben voilà, moi j'aimerais bien instaurer du changement et puis apporter une pensée un petit peu différente qui vient un peu bouleverser ce qu'on avait dit, imaginé au tout début. Petit coup de pied là, hop, là, qui vient chambouler tout ça. Donc l'idée c'est de répondre à tout ça, de répondre régulièrement, se dire est-ce que c'est toujours pareil, est-ce qu'il y a toujours les mêmes valeurs, est-ce que c'est toujours les mêmes choses auxquelles on croit. Et puis vous pouvez imaginer de commencer par les valeurs, identité, mission, et puis environnement, comportement, capacité, et même faire 2 tours, si jamais ça vous parle. Pourquoi pas. Donc on va comme ça dans cette logique-là pour petit à petit comprendre dans quelle direction on veut aller et amener justement cette direction avec l'équipe. Et logiquement, ça devrait commencer à débloquer les choses. Et c'est là que la sécurité psychologique devrait arriver. Et qu'on devrait commencer à parler. Ça prend un temps fou, il ne faut pas se leurrer. Ça se compte en mois ou en trimestre. Vous dites-vous ça. Si jamais c'est quelque chose qui vous attend prochainement, ça prend énormément de temps à instaurer tout ça, à ne serait-ce que déjà commencer à parler, à se faire confiance et hop, à mettre la sécurité psychologique en place. Sans cette sécurité psychologique, généralement, les signaux faibles, c'est qu'il y a du stress, de l'anxiété, de la dette émotionnelle qui s'accumule. Généralement, quand il y a ce genre de choses, des tensions et on ne sait pas pourquoi. Quand on demande à l'équipe, tout va bien, mais c'est tendu. Généralement, c'est des petits signaux faibles, il y a un truc qui cloche et on ne veut pas dire pourquoi. Et c'est ça qui justement, ne va pas. Et ça va impliquer, malheureusement, une certaine culture du silence. Il y a même 2 sortes de cultures dont Amy Edmondson parle, c'est celle du silence, où il vaut mieux pas trop dire, sinon on ne se fait pas taper sur les doigts. Hein. Et puis la culture de Cassandre, où on a peur maintenant de crier au loup, hein, tout simplement. On l'a trop dit, s'il ne s'est rien passé, maintenant on a peur de s'exprimer à nouveau. Donc c'est ça qu'il va falloir arriver à contrer. Et une des conclusions que donne justement Amy Edmondson là-dessus, elle est ultra simple. Mais ultra simple. C'est plus on parle de problèmes. C'est aussi simple que ça. Plus on parle de sujets difficiles. Mais à la base, c'est juste parler plus. Tout simplement. Et après, ça s'enchaîne tout seul. Ça paraît bête comme ça à dire, mais on a eu des petits ateliers, je pense à celui qui était Paradise. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait, avec Dédé, où il fallait communiquer, puis personne ne parlait. C'est bête, hein. Mais ça ne marchait pas. Et dès qu'on a commencé à communiquer, ça s'est enchaîné, et puis il y a eu des erreurs. Les gens ont rigolé, on avait le droit de se tromper, et en fait c'est là que ça marchait, tout simplement. Donc même à petite échelle, on peut le découvrir. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, justement, dans ces sujets, il y a 3 livres que je vous recommande. Alors, le premier, c'est la Bible, c'est le truc à avoir. C'est le bouquin Fearless Organizations d'Amy Edmondson. Il y a tout dedans, il explique tout. Tout est clair. Si vous voulez creuser sur justement comment est-ce qu'on va aller dans les niveaux, comment est-ce qu'on va aller chercher ces équipes, vous avez le 2e bouquin, celui de Timothy Clark, qui lui établit ces 4 niveaux de sécurité psychologique. Un petit peu plus dur à trouver, peut-être celui-là. Mais
Pareil, lui, ça va être un peu plus dans la pratique, comment ça fonctionne. Et puis, j'ai découvert ça, le dernier, lui, il est complètement underground, mais par hasard, hein, sans savoir que ça parlait de ça. The Empathy Advantage. Ça parle, il est ultra récent, ça parle du travail post-Covid, post-confinement, ça parle de diversité, d'inclusion, ça parle que de sécurité psychologique, mais que de ça. Ça le nomme et tout. Pareil, une grosse claque à lire. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Donc si vous le trouvez, je vous le recommande chaudement. Il y en a plein d'autres. Hein. C'est souvent en anglais, je vous le dis de suite. Très souvent en anglais. Et puis on en a terminé. Donc avant de terminer, je remercie évidemment tout l'Agile Tour Marseille, ex-Marseille, les sponsors, tous les organisateurs qui ont fait un excellent boulot pour pouvoir proposer cette journée complète à tout le monde. Vraiment très intéressant. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur tout ça, j'ai sorti un livre en octobre dernier. Là, il est en français. Il est là. Ça va beaucoup plus loin. Là, je vous ai fait chapitre 1. Ça va beaucoup plus loin. Il y a tout comment étudier, mesurer, construire, maintenir la sécurité psychologique dans une équipe. Voilà. Et ça ouvre pas mal d'autres pistes sur pas mal de mouvements ou de pensées là-dessus. Et puis, vous avez tout, avec le QR code, il y a toute une liste de liens à voir, dont le Routier Express, si jamais vous voulez donner une note à cette conf. Pour ma part, je vous remercie, et puis je vous dis à une prochaine, très certainement.